Nous sommes en décembre 1972. Stewart Brand, journaliste pour le célèbre magazine Rolling Stone, se rend à une réunion un peu particulière dans un laboratoire de l'université de Stanford. Dans le noir, plusieurs inconnus sont réunis autour d'un loisir en émergence. En Amérique du Nord, à un moment de la soirée, en dehors des heures de travail, plusieurs dizaines de techniciens informatiques sont effectivement en dehors de leur corps, enfermés pendant plus de 4 heures dans un jeu de survie de combat spatial projeté via un écran cathodique, esquintant leurs yeux, engourdissant leurs doigts, en écrasant frénétiquement des boutons, tuant joyeusement leurs camarades et gâchant le temps précieux attribué par leurs employeurs. Quelque chose de fondamental est en train de se passer ici. Ce qu'il se passe ici, c'est tout simplement le premier tournoi officiel de jeux vidéo. Le jeu en question, Space War, fait preuve d'une modernité sans pareille, avec sa boucle de gameplay, ses manettes ou les différents power-ups utilisables. Un autre jeu est d'ailleurs sorti la même année, Pong, qui sera un raz-de-marée vidéoludique. Pourtant Space War n'a pas attendu son concurrent, car elle a été créée 10 ans plus tôt. La jeunesse de Space War débute par la rencontre entre 3 ingénieurs de 25 ans dans les laboratoires du Massachusetts Institute of Technology, le célèbre MIT. Une école d'excellence où ont été formés l'astronaute Buzz Aldrin, le concepteur de jeux vidéo Chris Jones ou encore le diplomate Kofi Annan. Dans la fiction, ce sera un passage obligé pour des personnages célèbres comme Gordon Freeman de Half-Life, MacGyver de la série éponyme ou encore Tony Stark. Bref, ici nos Avengers des années 60 sont Wayne Whitenen, mathématicien et fou d'escalade, G. Martin Grates, qui avait publié une nouvelle de science-fiction en 1959, et Steve Slag Russell, spécialiste d'intelligence artificielle et obsédé par les trains à vapeur. Après leur étude dans les années 50, les 3 hommes se retrouvent au début des années 60 à l'université d'Harvard où ils partagent un bureau avant d'être dispersés entre Stanford, le MIT et d'autres laboratoires informatiques. À l'automne 1961, une nouvelle machine fait son apparition dans les couloirs du MIT, le PDP-1. Une révolution car si ce prémisse d'ordinateur ressemble à un énorme placard, les autres ordinateurs prenaient parfois une pièce entière. Et surtout son efficacité était impressionnante. C'était le premier ordinateur qui ne nécessitait pas d'avoir un diplôme d'ingénieur ou d'avoir la patience de Bouddha pour le faire fonctionner le matin. Vous pouviez l'allumer en pressant un seul bouton et l'éteindre aussi facilement quand vous aviez fini. Nous n'avions jamais vu ça auparavant. Mais pour vraiment apprécier la puissance de calcul d'un ordinateur, il faut développer et faire tourner des programmes pour voir enfin ses capacités. Des démonstrations projetées sur un écran qui fascinent les ingénieurs travaillant à l'institut. D'ailleurs, lors des portes ouvertes, il n'est pas rare de voir un attroupement autour de l'un d'eux, Bouncing Ball, un simple pixel rebondissant sur l'écran. Ou encore Moose in the Maze, où l'on regarde une souris cherchant désespérément son fromage, placé par le joueur dans un labyrinthe. Nos 3 amis ne les trouvent pas assez impressionnants et pour créer leur nouveau programme sur le PDP-1, ils se donnent 3 limites. Le programme devra démontrer les limites de l'ordinateur, il devra être intéressant et renouvelable, et enfin, il rendra actif le spectateur. Tout simplement, ce programme devra être un jeu vidéo. Mais les 3 programmeurs doivent d'abord trouver un thème qui leur plaira. Car au-delà de leur travail en informatique, les 3 compères se sont trouvés lors de leurs études pour leur amour de la science-fiction, et notamment d'un livre qu'ils dévorent, La Curée des Astres ou The Skylark of Space de Edward et Doc Smith. Une histoire de course-poursuite dans l'espace où les héros essayent de sauver une femme kidnappée, passant par diverses planètes en quête de carburant et d'informations. Bref, un pur produit pulp de son époque qui sera d'ailleurs connu lors de sa diffusion dans le célèbre Amazing Story en 1928. Bref, en 1961, le roman est devenu un classique et nos 3 amis informaticiens passent leur temps à rêvasser à un film ou à des scènes se déroulant dans cet univers quand ils ne sont pas au cinéma pour admirer les kaiju de la Toho. C'est tout naturellement qu'ils se tournent vers le space opéra lorsqu'ils imaginent leur programme de jeu.
Malheureusement, Wittonen, qui a trouvé l'idée, est appelé à l'armée et ne participera pas à la création du jeu. C'est finalement Russell qui prendra la tête du projet avec l'aide du TMRC, célèbre club composé de passionnés de trains miniatures, mais surtout à la base de la culture hacker. Russell débute réellement le projet en décembre 1961 et l'équipe s'étoffe petit à petit. Il faudra 2 mois d'écriture de code et de réflexion pour que les premières bases du jeu soient posées. En février 1961, dans le programme Space War, on peut ainsi trouver 2 vaisseaux conçus différemment pour les différencier, un triangle arrondi pour l'un et une fusée pour l'autre, placés à l'exact opposé en début de partie. Ces vaisseaux peuvent tirer donc des torpilles lancées par l'avant du vaisseau et qui se détruisent soit au contact d'un autre vaisseau, soit lorsque leur temps de vie est écoulé. Pour les contrôles, Russell ajoute quelque chose d'assez réaliste pour l'époque, de l'inertie. Un vaisseau peut accélérer tant qu'il le veut, mais s'il doit ralentir, le joueur n'a pas de frein, mais doit se retourner pour contrebalancer la vitesse, ce qui demande assez de pratique. Mais pour apporter de la visibilité, Russell pense qu'un fond rempli d'étoiles permettrait de mieux situer les vaisseaux. Il ajoute donc des pixels dans le fond, générés aléatoirement. Mais Peter Samson, un membre de l'équipe, n'était pas satisfait. Perfectionné jusqu'au bout des ongles, le développeur va encoder exactement la même nuit étoilée que les ingénieurs peuvent observer en sortant du MIT, allant même jusqu'à leur attribuer leur exacte brillance. Mais pour l'équipe, le plus gros problème au début reste la manière de jouer directement sur l'ordinateur, ce qui peut être très dangereux pour le matériel. Dans l'équipe de Russell, on trouve la solution en créant la première manette de l'histoire, le levier en haut servant à faire tourner son vaisseau, le levier de droite servant à accélérer en poussant en haut et à utiliser une capacité spéciale en allant vers le bas, et enfin un bouton pour les torpilles. L'émulation du projet apporte de plus en plus d'idées. Dan Edward, un autre programmeur, supplée Russell de rajouter de la gravité, ce qui rendra le jeu encore plus intéressant. Désormais, au centre de l'écran, une étoile attire les vaisseaux vers une mort inexorable. Une autre variante sera un trou noir qui envoie les vaisseaux soit à la mort, soit dans un coin de l'écran. Cela modifie énormément la jouabilité, car au lieu de ne s'intéresser qu'à la course du vaisseau, il faut jouer aussi avec cette gravité et pourquoi pas en profiter pour aller plus vite. On décide que les torpilles, elles, ne soient pas affectées par une pirouette de science-fiction, des bombes à photons. Ne reste plus qu'à rajouter une option ultime, l'hyperespace, développée par G-Machine Greats, qui permet au vaisseau de s'échapper à ses risques et périls lorsqu'une torpille ou le soleil se rapprochent trop. Le vaisseau quitte alors l'écran quelques secondes pour réapparaître aléatoirement. Mais une fois sur 3, le vaisseau explose lors de son retour à l'écran. Une explosion rajoutée dans les derniers jours de conception à cause de la mémoire saturée du jeu de l'époque, plus de 9 KO. Le jeu est fini en avril 1962, soit après 5 mois de conception. Il est montré lors des portes ouvertes de l'Institut et rencontre un franc succès. Puis l'équipe en charge du projet se disperse dans différentes universités et projets informatiques. Slag Russell pense à un moment pouvoir peut-être commercialiser le jeu afin de se faire un peu d'argent. Après y avoir réfléchi une semaine, il en vient à la conclusion que personne n'achèterait ce genre de programme. Mais avant de travailler dans un autre département, il décide de télécharger Space War sur tous les ordinateurs de l'Institut en espérant que certains y joueraient. Il est loin de se rendre compte qu'il va lancer une véritable vague vidéoludique. Space War se répand petit à petit dans un grand nombre de laboratoires informatiques des États-Unis. Des ingénieurs reprennent le code, en font des variantes et le diffusent à leur tour. Le constructeur de l'ordinateur PDP-1 inclut même le jeu directement à l'achat. Steve Russell, lui, emmène le jeu à Stanford, où il connaît une popularité grandissante. En 1963, le magazine informatique Datamotion indique même que le jeu a été banni des horaires de bureau pour éviter une surcharge de la puissance de calcul des ordinateurs. Les professeurs et membres de l'administration de ces établissements prestigieux s'inquiètent alors du temps perdu sur ce passe-temps qui coûte cher. Mais finalement, ils se rendent vite compte que les étudiants apprennent les théories informatiques beaucoup plus vite et moins douloureusement que leurs camarades. La réputation de Space War est telle que des ingénieurs fabriqueront à partir de zéro leur propre version, comme Minnesota Space War, développé entre 1966 et 1969 sur un nouvel ordinateur
qui rajoute en power-up l'invisibilité, des rétrofusées pour décélérer et un nombre limité de torpilles et de carburant. En 1969, l'ingénieur Rick Blome s'amusera même à programmer une version jouable de Spacewar sur 2 ordinateurs différents au sein du même réseau, en local ou à distance au sein du MIT. Oui, Spacewar est aussi le premier jeu online. Mais le public n'a toujours pas accès à cette innovation et pour Nolan Bushnell, il y a quelque chose à faire. De 1962 à 1968, alors qu'il est étudiant à l'université d'Utah, il passe beaucoup de ses nuits à explorer le jeu de Steve Russell. Et l'été, il travaille dans un parc d'attractions devant gérer des bandes d'arcade mécaniques. Nolan se demande s'il pourrait lier les deux avec Spacewar et une machine d'arcade gérée cette fois-ci par informatique. Mais en 1968, la technologie n'est pas encore prête. C'est finalement en 1971, après de nombreux essais et recherches, que Nolan Bushnell va créer la première borne d'arcade de l'histoire avec un jeu prometteur au doux nom de Computer Space. Pas de 1 versus 1, mais seulement un vaisseau qui doit abattre un couple de secoupes volantes le plus possible en 90 secondes en essayant de mourir le moins possible. Si le joueur réussit, il arrive dans un autre niveau, l'hyperespace, où la seule différence sont les couleurs inversées. Les 2 tableaux s'alternent alors selon les victoires. La bande d'arcade se vendra à plus de 1000 unités, un véritable succès, même si son créateur avait prévu beaucoup plus. Il déclarera d'ailleurs que le jeu était trop compliqué pour un gars avec une bière dans un bar. Mais le jeu marquera l'industrie, une copie du jeu sera même commercialisée au moment du phénomène Star Trek avec le même nom. Et dans le film d'anticipation Soleil Vert, Computer Space fait une apparition, une première pour le jeu vidéo qui n'en a pas encore le nom. Nolan Bushnell continuera son entreprise en se rappelant un autre jeu de l'époque, Tennis for Two, dont il en viendra à créer une nouvelle version qui connaîtra un succès gigantesque. Pong sera un raz-de-marée à sa sortie, mais éclipsera Spacewar et son descendant, Computer Space, pendant plusieurs années. Nolan Bushnell lancera alors une nouvelle entreprise, Atari. Concernant Spacewar, après le premier tournoi dont nous parlions au début de vidéo, le jeu connaîtra un regain d'intérêt chez les hackers avant de disparaître avec les ordinateurs qui le faisaient fonctionner. Mais au début des années 2000, un projet de restauration fut mis en place par le Computer History Museum et dès 2005, Spacewar refonctionnait à nouveau sur son matériel d'origine. À la tête du projet, bien sûr, tous les anciens de Spacewar, désormais à la retraite. D'ailleurs, si vous voulez croiser Steve Russell, c'est d'ailleurs toujours possible aujourd'hui et peut-être même que vous pourriez le battre à cet antique jeu. Mais attention, selon ses dires, il reste toujours l'un des meilleurs joueurs de Spacewar. Computer Space, lui, ne cessera d'être copié et plagié avec différentes variantes et influencera pendant des années de nombreux jeux et une industrie en plein boom dans les années 80. Spacewar fut donc bien en avance sur son temps et est désormais considéré comme un acte majeur dans l'histoire du jeu vidéo.